Coucou ma Shivana, c'est tonton Marcus. Je suis fatiguée. Oui. Je suis fatiguée en fait d'entendre Ok. ça tout le temps par diverses personnes de tout bord politique d'ailleurs. C'est vraiment tout le monde qui se rend compte que vraiment les gens sont réels, ils sont en face de toi et il y a cet échange-là qui se crée, ce côté plus humain. Ça, je trouve ça, c'est hyper enrichissant en fait. Les gens de mauvaise foi, j'ai du mal avec ça. Qui vont toujours essayer de trouver la petite bête pour embêter, qu'on dit dans The Walking Dead, c'est que le problème c'est pas vraiment les morts vivants, c'est plutôt les survivants. Par contre à l'âge adulte, quand je suis rentrée dans le monde du travail, là ça a été un problème et Ok. j'ai été un peu stigmatisée, un petit peu de c'est un truc de gamin, je comprends pas. J'aimerais te poser la même question mais en 2026. Est-ce que les choses ont changé sur l'aspect professionnel envers les femmes dans le jeu vidéo? Mais fut un temps, oui, où j'ai vu et j'ai eu des réflexions par rapport à ça. Quand on a un sentiment de solitude physique, en fait, de savoir qu'il y a quand même des gens qui... Je me dis des fois, ce sont des gens que je connais pas, mais ils ont quand même cette empathie envers moi. Et il est comment Julien Telouk en plateau et hors plateau? Alors, hors plateau, il est mauvais perdant sur FIFA. Ok. Très mauvais perdant sur FIFA. Le jeu vidéo, ça permet de se sociabiliser. Ça a permis, moi par exemple, ça m'a beaucoup aidé psychologiquement à des moments où j'avais besoin de se déconnecter un petit peu quand la réalité est un peu difficile. C'est une ouverture d'esprit. Je suis émue quand même parce Ouais, je m'en que doute. c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ouais. Et nous on aime bien faire des surprises ici. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un tout nouvel épisode de Memento. Et aujourd'hui on va parler de pop culture, de jeux vidéo, aussi de l'ancienne chaîne télé dédiée aux jeux vidéo qui était Game One. Aujourd'hui notre invitée c'est Shivana, youtubeuse, streameuse, créatrice de contenu aussi, chroniqueuse. On va en parler durant toute cette émission. Mais avant de parler de Shivana, de ce qu'elle a pu faire, de ce qu'elle fait et ce qu'elle va faire aussi parmi ses projets, pensez à vous abonner, à activer la cloche, à commenter cette chaîne YouTube évidemment et de nous mettre en commentaire sur cette vidéo le moment que vous avez préféré. Merci d'avance et merci pour votre soutien. On est aussi sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook et aussi sur LinkedIn. Pensez bien sûr à vous abonner. On va parler de la vie de Shivana, de ses passions, de jeux vidéo, de pop culture et ça commence maintenant avec Shivana. Salut, bienvenue, comment vas-tu? Salut, je vais très bien et toi? Ça va très très bien, merci Ça fait d'être avec plaisir. nous au théâtre. Juste avant, on fait ce qu'on appelle le portrait vite fait. Ok. Ce sont des questions très simples. Tu nous dis la première chose qui te vient à l'esprit. Pour toi, quels sont tes 3 jeux préférés de tous les temps? Mes jeux préférés de tous les temps, je dirais Final Fantasy X, Assassin's Creed 2 Ok. et d'une autre manière Elden Ring. On reste quand même dans du jeu narratif, dans du jeu solo. Du coup. Jeu solo, ouais. Ouais. J'aime beaucoup les jeux multijoueurs, mais le solo, ça t'imprègne. Vraiment, ça. tu vis tout de manière intense, donc c'est... Quelles sont les personnes qui t'ont inspiré pour faire ce que tu fais aujourd'hui? Je parle de la création de contenu, YouTube, Twitch ou même aussi chroniqueuse avec anciennement Game One. Moi, ce que j'aimais beaucoup, en fait, je connaissais pas trop au début, mais par exemple, Bob Lennon, Oui. c'est comme ça que j'ai connu les let's play, donc j'ai commencé avec des let's play. Ça a été aussi Joueur du Grenier. Alors, Évidemment. Joueur du Grenier, ça reste ce que je regarde tout le temps d'ailleurs, est vraiment un modèle en termes de montage, d'humour, de tout ce qu'il fait. Il y a eu aussi Didi Chandouidoui, Ok. dans un autre style. Je connais plus, moins ça par contre, c'est quoi? Alors lui, c'était sur les théories à D'accord. la base. Maintenant, il est passé un petit peu plus sur tout ce qui est les villes de France, toutes les légendes qu'il y a par rapport à ça, ce genre de choses. Et en fait, l'ambiance qu'il instaure, tout ce qu'il y a derrière, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et aussi un peu Captain Popcorn pour le côté Oui, plus pop cinéma culture. là. Voilà, Ouais, c'est ça. tout Cinéma beaucoup aussi sur les films Marvel et DC Comics. Il aime bien ça aussi. Oui. En fait, tout ce qui a un lore, en fait, il va vraiment aller dedans. En fait, il fait ça très très bien. Donc quand même des créateurs qui sont assez diversifiés, quoi. Oui. Si tu avais un pouvoir, un super pouvoir, ce serait lequel et pourquoi celui-là? Alors, je dirais téléportation. Ouais, pratique. Déjà pour aller à Game One, à l'époque, Ça avait- pas parce les que deux voilà, en voiture. C'était à Paris, hein, du Oui, coup. c'était à C'est Paris, ça, ouais, donc je tu devais faisais faire l'aller-retour dans la journée. Donc c'était pas facile, mais même pour voyager, découvrir d'autres cultures et tout, pouvoir faire ça en un clin d'œil comme ça serait C'est pas chouette. mal et c'est économique aussi. Oui. Quelle est la chose qui pourrait t'énerver le plus? Qui m'énerve le plus dans les jeux vidéo. Alors ça peut être dans les jeux vidéo de façon générale, ça peut être quelqu'un qui met pas son clignotant, quoi. Les réseaux sociaux, les gens de mauvaise foi, j'ai du mal avec ça, qui vont toujours essayer de trouver la petite bête pour embêter, qui manquent d'ouverture Le d'esprit. détail. Oui, puis c'est manque ça. d'ouverture d'esprit, de reprise de recul aussi, je trouve, c'est un peu embêtant. C'est quand même dommage parce que les réseaux c'est fait à la base pour rassembler, pour Exactement, à la être base, ouvert c'est ça, et je vois moi beaucoup de personnes vont juste s'attarder à une seconde où tu as peut-être fait pas une bêtise mais une petite erreur alors que ta Exactement. vidéo va durer 25 minutes C'est voire ça, c'est une heure. hors contexte, en C'est fait, ça. tout le sens des choses change et les gens ont tendance à s'acharner et je trouve ça dommage parce que c'est pas fait pour ça. On verra cette vidéo d'ailleurs si ça va justifier ce qu'on vient de dire. L'inverse, la chose qui te donne le sourire. C'est peut-être un truc tout bête. Ma communauté. Ouais. Ma communauté, le fait qu'ils apprécient ce que je fais,
qui se disent que justement qu'ils ont hâte de voir mes vidéos et qu'ils passent un bon moment devant. Je pense que c'est le meilleur compliment qu'on Ça fait puisse toujours avoir. plaisir. Ça fait toujours plaisir et vraiment, tu fais partie un petit peu de la vie de quelqu'un, C'est ça. de son quotidien, donc c'est chouette. Je peux comprendre quand on croise aussi des gens, même en Oui, en convention, quand on convention, anime, etc. C'est vrai que c'est toujours C'est plaisant. encore une autre dimension. c'est Vraiment, ça. tu te rends compte que vraiment les gens sont réels, ils sont en face de toi et il y a cet échange-là qui se crée, ce côté plus humain. Et ça, je trouve ça, c'est hyper enrichissant en fait. En parlant de réel, quelle a été ta réaction quand tu as été reconnu pour la première fois? Ça peut être dans la rue. Alors je parle à la fois, ça peut être avec YouTube, ça peut être avec à la télévision. Est-ce que tu te rappelles la première Oui. fois que quelqu'un t'a reconnu dans la rue? C'était grâce à YouTube à l'époque où je faisais des vidéos Walking Dead. Et c'était dans le tram du Mans. Ok. Et c'est un jeune homme d'ailleurs que j'ai reconnu après au nouveau McDo et qui me disait j'aime bien tes vidéos et tout ça. On a discuté, c'était quelqu'un de très solaire, très gentil. Ça m'a fait bizarre. Je me suis dit je suis un peu n'importe qui. Et après dans les salons, ça prend une autre dimension Bien parce sûr. que j'avais été au Comic-Con. Ouais. Et là vraiment on était dans la thématique des sujets dont je parlais. Donc là il y avait vraiment beaucoup de gens qui m'arrêtaient et c'était très bizarre parce que moi je suis n'importe qui comme ça et oui, on c'est ça. m'arrête comme ça. Toi, je tu comprends partages juste, tu partages C'est ta ça. passion en vidéo, quoi. Je suis juste une fille qui parle de pop culture devant Ouais. sa caméra et en fait je comprenais pas l'impact que ça pouvait avoir dans la vraie vie en fait. Et ça fait toujours bizarre la première fois. Ça fait toujours bizarre. Ouais. En parlant de Walking Dead, t'adores cette série. C'est un lore, c'est une saga hein, maintenant. Il y a eu tellement de Ah bah. spin-offs. Qu'est-ce qui te plaît dans cette saga-là qui est Walking Dead? C'est, je pense principalement les dilemmes moraux. Oui. Il y a toujours des dilemmes moraux qui sont en fait, ils veulent tous protéger leur camp et en même temps des fois ils doivent faire des choses qui sont pas bien, des fois ils doivent se séparer de certaines personnes, ils font parfois des choses atroces et en fait ce lien qui se crée entre les survivants, parce qu'en fait c'est ce qu'on dit dans The Walking Dead, c'est que le problème c'est pas vraiment les morts vivants, c'est plutôt les survivants. Donc en fait il y a toujours des antagonistes qui arrivent et ce sont toujours des nouvelles menaces, des nouvelles problématiques à gérer et je trouve ça, c'est à la fois c'est gore et en même temps il y a des retournements de situation, c'est juste fantastique, il se passe des choses incroyables. Bon, les dernières saisons c'est moins bien, mais le comics à la base est juste incroyable. Et il y a eu pas mal de spin-offs aussi, on le disait, il y a eu par exemple un moment, je crois que j'ai pas vu les spin-offs, mais Daryl qui est en France, je crois Oui, aussi. Daryl en France et qui fait le tourisme. Est-ce qu'il y a un spin-off que tu as préféré ou c'est compliqué de passer après Walking Dead, la série de base? Parce qu'en fait, il propose une espèce de continuité qui n'est pas forcément toujours cohérente, ni avec les personnages, ni avec l'histoire. Fear the Walking Dead, sur les 4 premières saisons, c'était très chouette. Okay. Et après, ils ont un peu bifurqué, ils ont voulu faire un peu de fanservice. Mais sur les 4 premières saisons, ça proposait quelque chose de différent. Il y avait un petit côté un peu The Last of Us, un petit peu, parce qu'on découvrait le début de l'apocalypse et toutes les problématiques que ça amenait. Et vraiment, à regarder les 4 premières saisons, c'est bien. Après, il faut s'arrêter là. Après, c'est le conseil du jour. Fear the Walking Dead, on arrête après la 4e saison. Suite à ça, on fait un top photo, c'est des photos soit qu'on trouve sur tes réseaux, soit comme on se connaît un petit peu et que je te suis, je sais à peu près ce que tu aimes aussi. Tu vas me dire en fait s'il y a une anecdote à raconter, bref, choix libre en fonction des photos que tu vas voir. Alors je ne pouvais pas ne pas commencer par celle-là, l'ancienne équipe, voilà, anciennement Game One, l'équipe du mercredi, avec Julien Telouk, Nutty Tuff, il y a Marcus, il y a Sora, il y a Kayane également, Julien Telouk, Genius, que j'ai découvert, rencontré il y a un an, moi, adorable. Voir cette photo, voir cette team, ça t'évoque quoi là? Des souvenirs, des rigolades, vers la fin des moments de stress parce que justement on savait pas trop comment ça allait être pris par les téléspectateurs, des larmes aussi parce que la dernière on a beaucoup pleuré, on s'est tous pris dans les bras et tout ça, mais des bons moments de rigolade et puis ne serait-ce qu'entre les pubs, alors les gens voient pas forcément, pas du tout, mais c'est toujours des petites blagues, des petits moments où en fait on se dit on reprend le direct et puis en fait on est encore en train de rigoler de la blague de Genius avant par exemple. Donc c'est des moments chouettes et de belles rencontres humaines aussi. On dirait que c'est vraiment, c'est pas du JK, en fait c'est comme une grande famille de la télé, du jeu vidéo quoi. C'est exactement ça. Moi, je suis arrivée là-dedans comme une random girl. C'est à quelle année? C'était en 2022, c'est ça? Oui, 2022, exactement. C'est bon, je me suis bien renseigné. J'ai bien révisé, ouais. Et ouais, tous ces grands noms comme ça, moi, ça m'avait beaucoup impressionné. Et en fait, ils m'ont plutôt bien pris sous leur aile. Et ils sont d'une simplicité, en fait. C'est surtout ça. Ce sont des gens comme nous. Et en fait, il n'y a pas de différence, en fait, entre nous. Donc, non, c'est chouette. De belles rencontres. De toute façon, on va en reparler en fin de vidéo de l'époque où tu es arrivé, comment ça se passe une émission, comment est Julien Telouk aussi. C'est vrai qu'on le connaît, nous, en émission, mais comment il est aussi en amont pour préparer l'émission. On continue avec la seconde photo. Alors, je sais pas si les gens savent, mais t'aimes beaucoup les 24 heures du Mans. Oui, alors les 24 heures du Mans, j'avais commencé à y aller en 2011.
Et en fait, c'est mon compagnon qui est très très fan. Enfin, moi j'aime les sports auto aussi, mais beaucoup moins que lui. Lui, il est très passionné. Ouais. Et en fait, tous les ans, on fait les essais, on va aux courses. Vraiment, en fait, c'est un rituel annuel où vraiment on va passer du temps dedans. Et en fait, on est un peu comme à la maison au circuit. En fait, on trouve toutes les occasions de retourner là-bas. On sait où est le village, on sait où est tel endroit, etc. Et ne serait-ce que le bruit, ne serait-ce que l'odeur, le public. Puis l'ambiance, parce qu'en fait, oui. ça se dit 24 heures du Mans, mais c'est 2 semaines en fait avec tout ce qui se passe. C'est fatigant parce qu'il y a la nuit, il y a les événements, il y a les concerts. En fait, c'est toute une ambiance, c'est un petit village en fait, tout simplement. Et on aime trop aller là-bas. Ouais. C'est vraiment quelque chose. Ouais, c'est un rituel. C'est ressourçant pour vous deux, même de vous retrouver aussi tous les deux pour vivre ça ensemble. Oui, c'est notre gros moment en fait de l'année qu'on va attendre vraiment toute l'année. Mais on sait qu'on va être fatigué. On va être rincé à la fin. Ouais. Je m'en doute. Noël photo, alors toute simple, hein, mais c'est dans ton studio. Oui, de stream. Exactement. Ça t'évoque quoi le stream? On parlait de communauté tout à l'heure. C'est le fait de ce rendez-vous en direct avec les personnes où finalement tu parles comme avec des copains, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est le fait, c'est vraiment en dehors des conventions. Je pense que c'est justement une autre façon de retrouver sa communauté. C'est le moment où ils posent des questions, parce que souvent ils ont des questions à poser. Souvent sur Game One, par exemple, quand est-ce que ça reprend? Est-ce que ça reprend? Ce genre de choses. C'est un échange, on va parler de pop culture, on va parler de jeux vidéo, même des fois on parle tout simplement de la vie. Et c'est une manière de... En plus, on a souvent des personnes qui reviennent, donc les noms, on commence un petit peu à les assimiler, donc on a nos habitués. Et ça crée un vrai lien. Je pense que c'est vraiment une plus-value pour créer du lien avec sa communauté. Ça reste très important quand même. Et puis on est en direct, donc on est forcément authentique. On peut pas tricher. Donc oui, là, ça paraît compliqué. C'est naturel. Et discuter, permet d'échanger tout simplement et de créer du vrai lien. Et souvent, quand les gens reviennent, c'est que c'est cool. Oui, c'est que ça leur a plu et qu'ils ont aimé notre personnalité. Ouais. J'ai lu sur une ancienne interview, on va pas dire combien de temps, mais en faisant des recherches, que l'une de tes références féminines en jeu vidéo, c'était Lara Croft de Tomb Raider. Donc, j'ai pris une photo de Lara Croft. Qu'est-ce que ça t'évoque, Tomb Raider ? Je pense que c'est la femme forte, aventureuse. Moi, j'ai un gros besoin de liberté. C'est vraiment essentiel chez moi. Et il y avait ce côté, elle était intelligente, elle était aventureuse, elle était forte. Et en fait, elle se laisse impressionner par rien et elle tient tête à tout le monde. Et ça, c'est vraiment, c'est un modèle... Alors après, les interprétations et les différents jeux, il y en a de plus ou moins bien, mais c'est clair. Mais le personnage en soi, c'était vraiment le premier modèle vraiment féminin qui m'a vraiment inspirée. Et qu'est-ce que tu penses de la prochaine série Lara Croft avec Sophie Turner? Sophie Turner. Ouais. Il y a des gens qui sont un peu durs avec elle, mais je trouve que les premières photos, en tout cas la photo, ça paraît bien. Moi, j'ai trouvé ça convaincant. Donc moi, franchement, je suis plutôt du style à on attend de voir. Voilà, c'est ça. Comme d'habitude, les réseaux, les gens s'emballent pour une photo. Et même les trailers, des fois, ça peut être un peu trompeur. Donc pareil, maintenant, je fais attention parce qu'ils font des très très bons trailers et des fois, on ne sait jamais. Mais je pense que c'est en plus anglaise. Enfin vraiment, il y a le truc un petit peu noble parce que quand même, c'est Lara Croft, quoi. Oui, voilà, c'est Manoir Croft, etc. Une fille de riche, dans un château, quoi. Donc je pense qu'elle colle bien en personnage. Donc, affaire à suivre, on verra bien. Oui, tout à fait. On va parler de ta vie, etc. Donc déjà, Shyvana, ton pseudo, ça vient du jeu League of Legends. Oui. T'es une fan de ce jeu-là ou pas du tout? Tu trouvais que ça sonnait classe comme nom? En fait, j'avais commencé à jouer, mais je me suis arrêtée au niveau 7 à peu près. Ouais, donc mais c'est le personnage dragon, en fait. Moi, petite, en fait, ce qui m'avait inspiré, c'était Cœur de Dragon, le film. Oh là, ça un petit peu, mais ça m'avait ému. C'est le premier film, j'ai pleuré devant comme une madeleine. Et en fait, j'ai gardé ce truc des dragons. Et Shyvana, c'est la femme dragon et tout ça. Et en fait, non seulement le pseudo était beau, et ça représentait le dragon. Et moi, c'est vraiment entre guillemets, ma créature totem, on va dire. D'accord. Donc ça a complètement collé. J'ai rajouté juste le H pour le référencement parce que sinon c'était pas ouf, mais du coup j'ai gardé ça. Donc on reste quand même sur l'aspect femme forte, comme Lara Croft, quelqu'un qui... Oui. Elle était comment la Shyvana quand elle était petite, quand elle était enfant, en primaire? Bavarde, très rêveuse, qui parlait aux animaux. Énormément chaud. Je parlais plus aux comme dans La Famille de la Jungle? Oui, et puis comme dans la dernière série Game of Thrones, les personnages, ils parlent beaucoup chevaux, je faisais ça. Très solitaire, par contre. Donc, et pas forcément facile. J'avais besoin de liberté et très créative. Très créative aussi. Donc rêveuse, créative et libre. Très dispersée, en tout cas. Je peux comprendre. Tu te rappelles de tes premiers souvenirs de jeux vidéo? Je crois que t'as un grand frère, c'est ça? Oui, j'ai un grand frère. Qui jouait au jeu. C'est lui qui t'a un peu mis dedans ou t'as toujours été intéressé au monde du jeu vidéo? On avait la Game Gear, donc on se la passait. On jouait à Sonic the Hedgehog.
Hedgehog, je crois qu'on dit. Ouais. Après, on a la Mega Drive. Donc là, on jouait plus en famille. Donc il y avait un petit peu de tout. On avait des jeux de Formule 1, parce que justement, c'est là où un peu les voitures, c'est mon père aussi qui a ce côté automobile. Et ouais, après, par la suite, c'est mon frère et ma tante qui jouaient justement, parce qu'ils sont à peu près les mêmes âges. C'était la PlayStation 1. Et puis moi, j'ai regardé jouer à Mortal Kombat, à Tomb Raider, même si moi, je jouais un petit peu à GTA 2 aussi. Alors, j'avais pas trop le droit, Spyro, Rayman. Donc ouais, ça a commencé à ce moment-là et ça s'est décuplé avec le temps. Et une fois que j'ai eu mes premières consoles, là, c'était parti, c'était fini, on ne pouvait plus m'arrêter. Quelle était ta toute première console, rien qu'à toi? Rien qu'à moi. Alors, je sais plus si c'est la Game Boy Color ou la PlayStation 2. Ok. Mais je crois que c'était la PlayStation 2. Du coup, première console de salon PlayStation 2. Donc, on est quand même sur une belle console avec plein de jeux, dont Final Fantasy X. Exactement. C'est là aussi, tout ce qui est univers jeu de rôle, t'aimes bien ce style de jeu? J'adore, moi, vraiment, ne serait-ce que le lore, le système. En fait, j'aime bien le farming, j'aime bien améliorer mon personnage. En fait, j'ai la satisfaction de voir son personnage s'améliorer et devenir plus puissant. En fait, c'est le fait de se plonger dans un jeu et de ne pas voir le temps passer. C'est ça que je veux, en fait. J'ai lu sur cette même interview, il y a des années, que tu économisais aussi, tu t'achetais des magazines PlayStation on l'a tous fait ça, pour faire des démos à répétition, je pense. Oui, parce que mon père m'a acheté des jeux qu'à anniversaire et Noël. Ouais, donc 2 par an. Donc, du coup, ce qui fait qu'en fait, mes parents, ils me donnaient de l'argent pour aller chercher du pain, des trucs comme ça. Et je gardais toujours un peu de monnaie, donc j'économisais, j'achetais mes magazines PlayStation 2, et donc j'avais mes démos, et j'avais l'impression de jouer à des jeux, alors qu'en fait c'était peut-être 1 heure de démo, et j'avais cette impression-là, et je découvrais des jeux, du coup, par exemple Tekken 5, alors je connaissais Tekken 3, mais j'ai fait la démo 50 fois de Tekken 5 sur le truc, parce que j'avais l'impression de vraiment pouvoir y jouer, en fait. En même temps, il y avait quoi? Il y avait 7-8 démos à chaque fois, donc... Oui, c'était pas mal. On faisait ça, moi je me rappelle, c'est la bonne époque des démos en magazine. Je regarde, c'est quand j'étais en primaire et quand j'étais au collège, le ratio gars-filles jouent aux jeux vidéo, c'était pas énorme en termes les filles. Alors, est-ce que c'était le fait de pas oser le dire? Toi, quand tu disais que tu jouais aux jeux vidéo, quand tu étais pré-ado, quelle était la réaction des autres et même des personnes de ton âge? Alors, pré-ado, ça allait encore. Par contre, oui, il y avait très peu de filles. J'avais une copine qui jouait à Pokémon, c'est elle qui me fait découvrir Pokémon d'ailleurs. Par contre, ça s'est gâté bizarrement à l'âge adulte. Ok, alors qu'on avance à l'adolescence, pas tellement, parce qu'en plus, j'avais des potes, et du coup, pour les garçons, c'est plutôt cool. Il y a une fille qui joue aux jeux vidéo, donc ça crée du lien. Déjà, c'était pas commun à l'époque. Oui, par contre, c'était vraiment pas commun. Par contre, à l'âge adulte, quand je suis rentrée dans le monde du travail, là, ça a été un problème, et j'ai été un peu stigmatisée, un petit peu de « Ah, c'est un truc de gamin, je comprends pas ». Toutes les filles, c'était plus... c'était plus le shopping, c'était plus des cancans, ce genre de choses, et moi ça m'intéressait pas du tout. Et en fait je voulais autre chose, j'avais droit en fait, même les séries télé aussi, c'était pas non plus super populaire. Et en fait le jeu vidéo, c'est un truc de garçon ou c'est un truc d'enfant en fait. Donc il y avait vraiment ce problème-là où justement, et quand j'ai commencé à me mettre à faire des vidéos, alors là c'était encore pire. Alors déjà il y a le jeu vidéo, puis en plus elle fait des vidéos. Donc c'est quand même fou qu'on avance dans le temps et que, alors c'était quoi? C'était vers 2010 ça 2000, oui c'est ça, 2011, cette période-là c'était 2011-2013. Est-ce que tu penses que la série Big Bang Theory, ça a permis de redorer l'image ce qu'on appelle geek finalement, de notre image? Moi, je suis un grand fan de jeux vidéo aussi, mais est-ce que tu penses que ça a permis de donner une meilleure image? Alors peut-être, je pense que ça a aidé, mais je pense qu'il y a aussi le côté justement les vidéastes qui ont beaucoup aidé parce qu'ils sont devenus populaires, et je pense que tout le monde s'est mis un petit peu à regarder et dire en final c'est cool de regarder des gens faire jouer à des jeux vidéo, et les jeux vidéo c'est plutôt cool, est-ce que peut-être que moi je testerai? Et après je pense que oui, le tabou s'est élevé au fur et à mesure parce que en fait, il n'y a pas de quoi avoir honte. On peut jouer à n'importe quel âge. Nos parents jouaient aussi s'ils le pouvaient, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Au fur et à mesure, ça change, et aujourd'hui, ça reste quand même le divertissement qui fonctionne le plus, même devant le cinéma. C'est une industrie incroyable. Bon, ça fait beaucoup de licenciements, malheureusement. Voilà, donc comme toute industrie, il y a des choses positives et des choses... récemment, il y a eu énormément de licenciements dans plein de studios, notamment Ubisoft, il y a pas longtemps, où ça a été... en masse, mais c'est même je pense aux jeux vidéo, je pense aussi au confinement avec Animal Crossing qui est sorti, ça a permis aussi. J'ai participé à ça. T'as été dans cette communauté Animal Crossing pendant le confinement? Moi la nuit, je faisais des streams où j'allais chasser des tarentules. Il y avait du monde qui regardait ça, je comprenais pas pourquoi, mais ça intéressait les gens de me voir chasser des tarentules. Pourquoi pas? Mais je pense que c'était un effet de groupe même Elden Ring avait ça un petit peu aussi avec ça. C'est quand on aime tous le même jeu, ou même Expédition 33, il y a vraiment ce côté un peu galvanisant. Tout le monde se rassemble sur une même passion et on regarde les runs des autres
des uns et des Ouais. autres et on compare un petit peu, c'est sympa. Comment on explique par exemple, Animal Crossing lors du confinement, ce carton? C'était un jeu tout mignon, hein, c'est avec limite texture de dessin animé. Comment on explique aujourd'hui, avec le recul, que c'est autant marché? C'est le côté positif, c'est le côté bonnes ondes, à ton Il avis? y avait le timing est arrivé au bon moment où les gens avaient le temps. Et c'est un jeu où il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de faire son petit terrain. Il faut prendre le temps alors, de mettre son petit papier peint, d'aller parler aux habitants. Et en plus, il faut se reconnecter tous les jours. Bon, sauf si on triche. Ouais. On peut changer le timing de la console. Mais il faut retourner tous les jours. Donc, il y a vraiment un côté quotidien et très relaxant. Parce que c'est pas très compliqué. À part pour des gens comme moi qui faisaient du trafic de betteraves et tout ça. On avait des espèces de... Sur des Discord, on se parlait pour s'échanger des items et tout ça. Il y avait un côté très communautaire. Et en même temps un côté très relaxant. Je pense que c'était ce qu'il y avait de mieux parce que justement on était coupé de tout lien social, donc ça a permis un peu de se rassembler aussi là-dessus. Tu disais que quand tu étais en primaire, collège, tu étais plutôt rêveuse, tu pensais à d'autres choses. Au lycée, c'était la même chose. Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire dans la vie, ce qui n'est pas évident quand on te demande à 14-15 ans te faire quoi plus tard? Est-ce que tu avais une idée, toi, au lycée Je me laissais plus porter vers là où je suis bonne en termes de matière, je vais y aller. Donc du coup, finalement, je suis allée vers le domaine de la traduction, mais finalement, ça m'a pas plu. Mais à la base, c'était l'informatique. Moi, ça avait toujours, depuis petite, je bidouillais sur mon ordinateur. Ouais. Et c'était ça que vraiment je voulais faire. Mais mon prof de maths, il m'a dit, t'as des mauvaises notes en maths, c'est même pas la peine. Alors que finalement, ça n'a tu découvres après avec le temps que finalement ça n'a pas de rapport en fait. Ouais. Donc tu as fait quelles études après le bac? Moi j'ai fait un bac L et ensuite j'ai fait un BTS management des unités commerciales. C'était par défaut parce qu'il fallait que je puisse faire des études et en même temps j'étais payée en alternance. Donc c'était le moyen de faire des études en étant payée. Donc voilà, maintenant c'est MCO, j'ai fait pareil, c'est de la vente et du management. Que tu étais dans tes premiers boulots, tu te rappelles? Tu étais dans quelle entreprise? Alors moi à l'époque? j'étais à et je vendais des jeux vidéo. J'étais en rayon jeux vidéo, je gérais mon rayon jeux vidéo. Donc ouais, ma première expérience c'était... Mais les passions et le travail. Et après, j'ai vu que tu avais été assistante de direction, c'est ça? Un peu plus tard c'est venu comment de passer de la vente à alors, je suis allée sur Paris, j'ai travaillé après à la Fnac. J'ai travaillé à Darty, du rayon multimédia. Donc je suis restée là-dedans. Dans le même... Multimédia, gaming, tout ça, un petit peu photo aussi. Et après, en fait, justement, ils cherchaient quelqu'un qui pouvait, une salle d'arts martiaux, qui cherchait quelqu'un qui pouvait et faire l'accueil, l'administratif, mais qui pouvait aussi filmer parce que c'était des cours d'arts martiaux et faire des montages. Donc je me suis dit, j'avais déjà commencé YouTube, je me suis dit, ah bah c'est parfait, de l'administratif d'un côté, ça me fait une expérience en plus. Totalement. Et à côté, je filme et je monte. Parfait. Et du coup, j'ai appris même un nouveau logiciel comme ça, donc franchement, c'était parfait. Tu parles de YouTube. Quel a été le déclic pour toi de te lancer sur YouTube à l'époque? Qu'est-ce qui t'a donné envie? C'est par rapport aux gens que tu regardais, tu t'es dit et pourquoi pas moi? Ça s'est passé comment? C'est exactement ça. Et il y avait un gros sentiment de solitude. Et je m'étais dit, en fait, est-ce que je pourrais pas juste rencontrer des personnes qui ont les mêmes passions que moi, qui aiment les mêmes choses que moi? Je me suis dit, au pire, je mets les vidéos et puis personne ne le saura parce que je l'avais dit quasiment à personne. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Il y a eu des gens qui ont regardé. Au début, pas grand monde. Et en fait, ça a vraiment... ça a plus pris quand j'ai parlé de séries télé que jeux vidéo. Jeux vidéo, j'avais pas grand monde. Je faisais aussi des lives sur une petite web TV avec des copains. Mais ça a pris plus quand j'ai fait pop culture et je suis revenue après aux jeux vidéo. Mais au début, c'était compliqué de faire sa place. Donc c'est les séries qui t'ont permis de te faire connaître sur YouTube finalement. Exactement. C'est quoi? C'est Game of Thrones? C'est Game of Thrones entre autres, mais surtout The Walking Dead. Ok. Le comics et la série en soi, les deux. Donc c'est à ce moment-là où ça a grandi au fur et à mesure. C'est venu directement d'un coup ou c'est vraiment au fur et à mesure de la régularité des vidéos Dès la première vidéo que j'avais faite sur The Walking Dead, ça avait pas mal marché. Trop bien. Et en fait, ça a été plutôt linéaire en fait, en termes de montée. Et puis évidemment, il y a du Game of Thrones, il y a les dernières saisons. Là, ça monte un peu plus, mais c'est vraiment ces deux séries-là qui ont bien marché, puis elles étaient hyper populaires à l'époque, tout le monde en parlait, donc c'était le moment en fait. Et ça fait quoi quand tu dis, tiens, je vais juste faire des vidéos comme ça, je vais parler de mes passions, le jeu vidéo au début ça marche pas trop, mais les séries ça marche bien, et quand tu vois qu'il y a de plus en plus de monde qui te rejoignent, ou tu as une communauté, ça te fait quel effet à ce moment-là de se dire, tiens, il y a des gens comme moi, il y a des gens qui aiment ce que je fais, il y a des gens qui veulent partager mes passions. Ça t'a fait quoi à ce moment-là? Moi, je suis déjà quelqu'un de très introverti. Alors, me dire qu'il y avait des gens qui étaient prêts à regarder entièrement une vidéo pour m'écouter, j'étais
waouh, c'est Ouais. incroyable. Et de répondre et de me dire, en fait, on est plein à avoir les mêmes passions. C'est juste qu'en fait, ces gens-là, je les rencontre pas dans la vraie vie. Mmh. Donc, mais de se dire, oui, qu'il y a des gens, finalement, je suis pas si inintéressante que ça, parce que j'avais tellement de complexes par rapport à ça. Je me dis, mais en fait, ouais, les gens peuvent être intéressés par ce que je dis. Et après, j'ai voulu un petit peu améliorer ça, de proposer des choses différentes, leur apprendre des choses, etc. Et après, on améliore son montage, on crée des ambiances, on s'améliore là-dedans et ça devient finalement un vrai métier. Mais C'est à la ça. base, c'est vraiment, je voulais juste une communauté, Comme parler ça, avec on des va gens, voir. voilà, tout simplement. Et t'arrives à regarder des vidéos d'il y a 10 ans ou c'est Ah, c'est compliqué? dur. Ouais. Je l'ai fait une fois, mais c'est un peu malaisant. Oui, bah oui, on voit tous les défauts. Et beaucoup de mauvaise foi. J'essayais en fait de me prouver que je pouvais critiquer des petites choses et tout. Et j'essayais de trouver des petits trucs qui servaient à rien. Et je me dis, mais ça sert à rien parce que maintenant, j'arrive à avoir assez d'expérience pour me dire, là, je sais que ce point-là, il est pertinent et que ça, c'est pas pertinent. Et de faire le Ouais. tri et de dire, bah, je prends les bons côtés, je prends les mauvais côtés. Et pas d'être dans l'invectif tout le temps de, ah, ça, c'est pas bien ou ça, c'est trop bien. Voilà, faut un petit peu, justement, apporter quelque chose que d'autres pourraient pas Un peu forcément plus apporter. nuancé. En même temps, aujourd'hui, tu t'es professionnalisé aussi. Il y a aussi le truc, et les Oui. années ont fait que les vidéos YouTube, les conventions, la télé, etc. C'était en 2016 où il y avait une question sur la différence de traitement entre les joueurs et les joueuses, de façon générale, mais aussi dans le monde professionnel, qu'il y avait une méfiance envers les femmes. J'aimerais te poser la même question, mais en 2026. Est-ce que les choses ont changé sur l'aspect professionnel envers les femmes dans le jeu vidéo? Alors, j'ai pas forcément l'occasion de côtoyer beaucoup de gens du milieu, mais le peu que je le fais, ça va. Par contre, je trouve que sur les réseaux sociaux, ça reste encore très très dur. Le public est encore très 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 méfiant par rapport aux femmes. Ça n'a aucun sens d'ailleurs. Souvent Oui, c'est à clair. remettre en question, alors que pourtant on est on est beaucoup à avoir commencé très petite. On n'a pas de différence de parcours. Donc ça, je comprends pas. Mais fut un temps, oui, où j'ai vu et j'ai eu des réflexions par rapport à ça. Par exemple, si je travaillais avec telle personne ou si je faisais des vidéos qui pouvaient éventuellement marcher, c'était parce que j'étais une femme et parce qu'il y avait un effet de curiosité, entre guillemets, et pas parce que je pouvais proposer quelque chose de pertinent. Donc ça, il y a eu ce moment-là. Maintenant, je pense que ça doit toujours exister, j'imagine. Mais j'avoue que je le vois plus sur les réseaux sociaux que... Oui, parce qu'il y a aussi beaucoup plus de créatrices de contenu. Je Oui. pense aussi, je pense à Amagla, qui est la première streameuse en France, qui a plus Exactement. d'1 million d'abonnés, qui aujourd'hui est dans Danse avec les stars, mais qui fait aussi du jeu vidéo. Il y a aussi Bagheera. Enfin, il y a plein de streameuses qui font partie des plus grands streamers en France, quoi. Mhm. Et ça prouve aussi que ça a aussi C'est évolué. chouette, ça permet... maintenant, on a des tonnes de streameuses. Non, mais c'est ça. Je me souviens qu'à l'époque, on n'était pas beaucoup, et puis c'était un peu compliqué. Et maintenant, on est des tonnes, et je trouve ça super. Et puis, on est toutes super supportrices des unes des autres, de pouvoir toutes s'élever, en fait. C'est ça qui est chouette. Et ça propose peut-être des fois aussi une petite sensibilité différente aussi. Oui, bien sûr. Donc, je trouve qu'on est tous complémentaires sur cette plateforme, au final. Puis tout le monde a sa place, tout simplement. Enfin, Exactement. voilà, faut juste faire le pas et essayer de le faire. C'est ça. Est-ce que tu as des souvenirs là qui pop d'un coup quand tu penses à Twitch, au stream, voilà, qui sortent du lot des bons souvenirs qui viennent? Même ça peut être sur un événement. Je crois que tu as fait des événements caritatifs aussi avec Twitch. Oui, Est-ce qu'il y a des choses qui sortent du lot comme ça Ah, c'était chouette, c'était pour le Desert Bus, c'était le warm-up du Desert Bus. Donc c'est un événement en fait où on conduisait en fait un camion, c'est dans le jeu Desert Bus, donc c'était pour l'association Petit Prince D'accord. qui raise le rêve d'enfants. Et donc on devait avec notre communauté essayer de rassembler un maximum de dons pour pouvoir tout simplement pour l'association. Donc on se faisait des défis, tout ça. Donc nous tous avec la petite communauté sur Discord, on faisait les objectifs de dons, etc. Donc c'était assez chouette. Et oui, du coup, j'ai eu l'occasion de pouvoir aller là-bas plusieurs fois, de rencontrer des personnes. Et humainement, c'est chouette de dire, mais tu joues, mais tu fais quelque chose de bien derrière. Enfin, Oui, voilà, vraiment, il y a un intérêt, c'est vraiment que tu vas ramener de l'argent pour une association, pour le bonheur d'enfants. Donc, c'est chouette. Plein de choses comme Je vois ça. qu'il y a eu beaucoup de collectifs, même des petites associations qui font des événements caritatifs sur Twitch. Et des fois, quand je vois les sommes, c'est 500, 1000 euros, mais c'est ça de prix en fait. C'est hyper intéressant humainement, j'imagine, de faire ce genre d'événement. Je l'avais fait au début en bénévole. Au D'accord. début, Desert Bus, j'étais un peu sur le chat. Enfin, je répondais un petit peu sur tout ça. Donc j'ai eu les deux côtés de tout ça. Et humainement, oui, on a les larmes aux yeux quand on voit que les objectifs ils sont atteints. Même quand c'est la fin, c'est parce que c'est un peu fatigant comme événement et tout ça. Il y a tout le monde qui est lessivé. C'est soulagement d'avoir réussi à faire sûr. ça. Donc humainement, c'est juste incroyable. Donc tu as une communauté qui te suit. Tu l'avais partagé en story. À un moment, ça n'allait pas très bien. Ça t'a aidé de
de partager ça en story à l'écrit, et j'imagine que les gens étaient là aussi pour toi, ta communauté. Alors je pense que ça et la fiction, que ce soit jeux vidéo ou série, je pense que ça m'a vraiment sauvé. C'est un mélange en fait de tout ça. Ouais, je pense que ça m'a vraiment sauvé, c'est le mot que je dirais, parce que quand on a un sentiment de solitude physique, en fait, de savoir qu'il y a quand même des gens qui, je me dis des fois, ce sont des gens que je connais pas, mais ils ont quand même cette empathie envers moi, et du coup, je retrouve un peu foi en l'humanité, de me dire, mais il y a des gens qui sont prêts à être là pour moi. Il y a des gens sympas quand même. Voilà, il y a des gens sympas quand même, et ça aide beaucoup. Et puis des fois, je discute avec des personnes, et ils ont des très bons conseils, et ça m'aide aussi beaucoup. Mais le fait de pas se sentir seul, et il y a aussi le truc de se dire de détabouiser la dépression, le fait d'aller mal, en fait, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, c'est normal. Ça arrive à tout le monde, et ça, il y a des moyens pour se soigner. Et en soi, c'est pas, faut pas avoir ce fatalisme de se dire ça va toujours être le cas, ou de se dire faut pas en parler parce que ça peut créer une mauvaise énergie ou créer quelque chose d'un peu triste. Mais non, il faut en parler parce que ça arrive à tout le monde au final à un moment donné dans la vie. Donc je pense que c'est important non seulement d'en parler, mais en plus justement ça m'a fait du bien d'avoir ce retour de la communauté qui était là pour moi. Puis j'imagine aussi le fait d'en parler, de libérer aussi ton sac, de dire ben voilà, ça va pas. Oui, ça fait du bien d'écrire aussi des fois. Exactement. C'est souvent conseillé d'ailleurs par les psychologues il faut écrire. Alors des fois j'ai ce moment où je me dis, j'ai une boule au ventre, je me dis est-ce que c'est pas un peu impudique d'aller raconter des choses personnelles? Et en même temps, je me dis, mais peut-être que je vais recevoir des bons conseils, peut-être que les gens vont se reconnaître. Et en fait, au final, je me dis, j'ai bien fait de le faire. Oui, bah voilà, du coup, preuve, ça t'a aidé aussi à avancer. On va revenir à la création de contenu. Quand tu crées du contenu, donc tu fais tout de A à Z, il y a l'écriture, il y a le tournage, il y a le montage. Quelle est la partie en création de contenu que tu préfères, toi? Quelle est l'étape que tu préfères faire? Alors, pas l'écriture, c'est horrible. Alors, j'ai des problèmes de concentration, donc l'écriture, c'est un enfer. D'accord. Mais c'est ce moment où, en fait, je vais avoir écrit ma vidéo, par exemple, pour une review, pour une critique de série. Et en fait, j'allume la caméra, je commence. Au début, je suis un petit peu stressée. Et en fait, il y a ce moment où j'ai le déclic de me dire, je vais penser à des choses que j'ai pas du tout écrites, qu'en fait, je vais avoir process dans ma tête en me disant ah mais en fait ça c'est intéressant, etc. Et en fait ça va se dérouler tout seul. Et c'est un peu cet éclat de quelque chose qui ressort un petit peu de moi, en fait oui il y a ça. Et après je le vois en vidéo, je me dis ah mais ça j'y avais pas pensé avant, c'est pas mal d'avoir pensé à ça. Donc c'est vraiment le moment que je préfère. Par contre le montage le montage je peux pas, je fais ça toute la journée, c'est mon travail, j'en peux plus vraiment. Mais d'un autre côté, quand c'est des vidéos plus travaillées, avec un storytelling, c'est super, le montage, c'est vraiment créer l'ambiance et tout ça, il y a vraiment une dynamique qui est différente. Ouais. Mais la facecam, c'est quand même le plus sympa. Tu as un script qui est écrit entièrement ou c'est des points importants quand tu fais tes vidéos? Ça dépend s'il y a une voix off, si c'est des vidéos plus storytelling. Oui, voix off, j'imagine que c'est un script qui doit être entièrement écrit. Oui. Sinon, ce sont des notes que je prends. Par contre, quand je travaille pour des entreprises, comme c'était pour Xbox ou Microïd, j'ai mon prompteur et là, il y a tout décrit et c'est vraiment carré là-dessus. Alors voilà, on va parler un peu de Xbox où tu as fait plusieurs vidéos pour eux. C'était pour les sorties de jeux, je crois. C'est pour l'actualité Xbox. Oui, Game Pass, ce genre de choses. Donc l'abonnement. Et aussi Microïd, qui est une entreprise de développement française. Oui. Alors si vous suivez Microïd, ils ont fait plein d'adaptations de BD en jeux vidéo. Je pense notamment, ils ont fait les Schtroumpfs il n'y a pas longtemps. Ils ont fait Astérix aussi. Exactement. Donc un très bon jeu d'ailleurs à Astérix. Oui. Xbox France, Microïd, c'est venu grâce à YouTube, tout ça? Comment s'est passé le fait que tu travailles pour eux et que tu crées du contenu pour ces sociétés-là? Alors c'est un peu la poupée russe, c'est-à-dire que Xbox est venu de YouTube. D'accord. On est venu me chercher par rapport à ça. Enfin, j'ai passé des essais pour eux, on est venu me chercher pour ça. Donc il y a eu ça. Microïd, c'est venu d'Xbox. Et Game One, c'est venu à la fois d'Xbox et de YouTube. Ok, Game One, on va en parler tout à l'heure. Pour un peu réexpliquer comment ça s'est passé. Et j'ai même vu que tu avais même fait des vidéos en anglais. Ah, je fais des vidéos en anglais, littéralement encore maintenant. Alors, pas du tout bilingue. Mais... Alors voilà, j'allais en venir, tu as un prompteur, donc ça aide aussi, j'imagine, pour l'animation d'une vidéo. Les vidéos en anglais, c'est toi qui as proposé, c'est eux qui ont proposé. Comment ça s'est passé pour le fait de faire à la fois du français et de l'anglais?
Alors c'est plutôt eux, en fait, ils avaient plutôt une visée internationale en D'accord. termes de contenu. Alors, il y a un petit peu de français quand même aussi, Bien mais sûr. puis ils m'ont dit, bon, bah, est-ce que tu es capable? Je dis, bon, on va essayer. Testons, hein. Et moi, j'avais un peu ce rêve à la base je voyais les vidéos d'IGN, il y avait une jeune femme qui présentait les vidéos en anglais et tout ça, et je me suis dit, ah, ce serait incroyable, si un jour j'étais bilingue, je pourrais faire ça. Et au final, j'ai essayé, je pas un accent trop mauvais, ça passe à peu près, c'est compréhensible. Du coup, ça l'a fait. C'est beaucoup plus difficile que le français. Ouais. Parce qu'en fait, les syllabes ne s'enchevêtrent pas pareil, donc on n'a pas l'habitude, mais c'est un exercice à faire. Au fur et à mesure, ça commence un peu à venir, mais je ne suis pas bilingue et il faut que je m'améliore. Mais comme là-dessus. tout, hein, plus tu vas le faire, plus tu Exactement. vas évoluer. C'est fake it till you make it. Quels sont tes derniers coups de cœur en série et jeux vidéo à toi? Alors là, A Night of the Seven Kingdoms. Donc c'est le la spin-off nouvelle série spin-off de Game of de Thrones. Game of Thrones, exactement. Adapté de nouvelles de George R. R. Martin. Juste incroyable si vous aimez les séries, une série drôle, légère, si vous aimez le côté un peu entre guillemets médiéval, avec des personnages attachants. Là, dernièrement, pas mal d'action. Ok. Vraiment une très chouette série. Qu'est-ce que tu as pensé toi de cette saison finale? Tu es une fan de Stranger Things. Oui. Cette saison 5, ce final, toi, tu aurais voulu quoi pour que ce soit mieux cette finale de Stranger Things? Un meilleur combat qui dure plus longtemps, des morts cohérentes et un destin, sans spoiler, c'est pas évident, mais pour l'un des personnages qui a eu un destin très triste et qui n'était pas mérité, Ok. un meilleur destin. Ok. Mais une cohérence en termes d'écriture surtout, parce que c'était complètement incohérent. Alors juste avant qu'on parle de Game One, pour toi, c'est quoi un bon jeu vidéo pour toi? Qu'est-ce qui te fait dire que voilà, ce jeu, il est incroyable, ce jeu, il mérite son top 10 de l'année? C'est un peu comme les séries et les films. Si je m'en rappelle encore dans un mois, si je suis encore en train de me dire « Ah, mais c'était vraiment chouette, j'ai passé vraiment une bonne expérience », déjà, c'est ça. Donc, c'est un jeu où je vais me perdre dedans pendant tout le temps où je vais jouer. Je ne vais pas réussir à me déconnecter, à penser à autre chose ou quoi. Je vais avoir l'impression de progresser. Je vais être prise dans une histoire. Parce que des fois, c'est un peu toujours... par exemple, je joue à plein de jeux chinois en ce moment, ce qu'on appelle des gachas. D'accord. Et en fait, c'est toujours les mêmes histoires, c'est toujours la même chose. On en a un peu marre, mais c'est vrai que c'est dur de rassembler et une bonne histoire, et un bon gameplay, et un lore aussi un petit peu cohérent qui change de d'habitude. Et par exemple, Expédition 33, on a un tout nouveau lore. Le gameplay, moi j'adorais le tour par tour, et en plus ils ont rendu le côté dynamique et et plus difficile. Donc du renouveau aussi, c'est beaucoup ça. On a tendance un peu à toujours à la même chose. C'est le problème, je trouve, de l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui, c'est qu'il y a des suites, il y a des remakes, il y a des versions remasterisées. Alors il y a des très bons, hein. Toi, moi là j'ai refait quasiment tous les Resident Evil remake pour préparer le prochain Requiem. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles licences en ce moment, surtout chez Nintendo. Mais ça c'est un peu le problème de Nintendo, c'est un autre débat. C'est un peu le souci aujourd'hui. Alors quand il y a une nouvelle licence, c'est bien, mais encore quand c'est un jeu culte, maintenant c'est encore mieux comme Cloud Obscur. Exactement, et puis du coup je me suis beaucoup plus penchée vers les jeux indés parce que j'ai retrouvé cette fraîcheur-là chez eux, cette liberté de ton, cette liberté de créer avec des DA juste qu'on n'a jamais vu avant, des lores incroyables. Parfois ils sont courts, peut-être c'est 4 heures, peut-être c'est 2 heures. Mais pendant ce temps-là, en fait, je m'en fiche que ce soit 40 heures ou 50 heures et les DLC, etc. Moi, ce que je veux, c'est une expérience où j'ai été pleinement investie et que j'ai découvert quelque chose de différent, que ça m'a un peu ouvert l'esprit. Et là, oui, je me dis, d'accord, mais si c'est pour le 400 millième jeu, que ce soit Assassin's Creed ou autre, en fait, et que c'est toujours pareil et que je ne me sens pas investie dans le jeu, je vois pas trop l'intérêt. Oui, c'est vrai. Maintenant, parlons de Feu Game One, qui est une chaîne malheureusement qui a disparu en fin 2025. Que tu regardais, j'imagine, quand tu étais enfant. Au collège. Quand tu étais adolescente, avec notamment Marcus, Julien Tellou, Kayane, Genius, Nutiteuf, Sora, et j'en oublie, je m'en excuse si Marcus et Julien Tellou. Voilà aussi, oui, évidemment. Comment ça se passe le premier contact quand on t'appelle pour dire Shivana, je te veux dans la Team Game One de l'époque? C'est pas exactement ça, c'était plus proposition. Ah, c'est proposition, d'accord. C'était Julien qui m'avait envoyé un message sur Twitter. Qui m'a dit qu'il avait vu ma petite capsule que je faisais chez Xbox France. À l'époque, on faisait des lives et j'avais fait une petite chronique sur les jeux. Et il avait trouvé ça cool. Il m'a dit écoute, est-ce qu'on peut se rencontrer donc on a discuté. Il y avait d'autres personnes aussi en lice.
Au final, on m'a rappelé très peu de temps avant la rentrée. C'est souvent comme ça dans ce milieu, de toute façon. Oui. C'est souvent très peu de temps. Ou l'inverse. Quand on n'a pas de nouvelles, des fois, c'est une bonne nouvelle. Être viré aussi peu de temps avant la rentrée, ça peut arriver, c'est notre histoire. Malheureusement, ça m'arrive aussi, oui. Ok. Et du coup, on s'est rencontrés, puis j'ai fait ma première. J'étais pas très à l'aise au début, honnêtement. Parce que, faut le dire, pour les gens qui ne savent pas, à l'époque, Game One, c'était quand même la première chaîne en France de jeux vidéo privée, créée fin des années 90. Donc toi, quand tu sais qu'il y a du Marcus, qu'il y a toutes ces têtes, t'es stressé, t'es comment Ces gens, j'ai retrouvé les photos il y a pas longtemps, où je les prenais en photo de loin En mode à fan, Paris quoi. Games Week à l'époque, donc j'étais même pas j'osais leur parler, j'ai Ouais. juste fait une photo avec Julien. Et là, t'es leur collègue. C'est ça, je prenais Marcus en photo de loin et tout, je disais, c'est incroyable. Et la gentillesse, Marcus, c'est papa Marcus, quoi, il est adorable. C'est tonton Marcus. Et c'est ça le truc de se dire qu'ils sont aussi gentils en vrai qu'à la télé, parce que moi c'était un petit peu la crainte que j'avais avec ce milieu de l'influence qui n'est pas facile, hein. C'est clair. Relationnellement c'est un peu compliqué. Et là de me dire ce sont vraiment les mêmes que je vois à la télé, ils sont gentils et ils vont rigoler avec toi et vraiment ça se passe comme une famille. Quand tu es sur le plateau avec Julien, avec toute la team, comment tu es à ce moment-là? Est-ce que c'est comme un rêve éveillé? C'est pas possible? Comment tu es en dehors du stress? Au tout début ou encore au fur et à mesure, quand tu commences vraiment à prendre ta place, que tu es là depuis quelques temps maintenant, comment tu es à ce moment-là? Tu dis, ouais, c'est bon, j'ai ma place. Est-ce que tu dis un peu le syndrome de l'imposteur toujours ou tu as réussi à... Il y a toujours un peu ça. Mais il y a le premier truc que je me dis quand j'arrive, c'est j'arrive en colonie de vacances parce qu'il y a tout le moment avant, on est en loge, on va papoter, on va rigoler. Ça rigole, ouais. C'est plutôt cool. Après, il y a un peu le track du début d'émission. C'est en direct, on le rappelle, hein, c'est en direct. C'est en direct, ouais, donc je ne peux pas te tromper. C'est ça. C'est pas coupé au montage, c'est pas possible. Donc, mais après, c'est surtout de se dire d'avoir assez travaillé l'émission pour être aussi pertinent que les autres. Parce Évidemment. Ils ont une légitimité dans le milieu qui fait que toi, tu arrives là-dedans. Il faut quand même que tu montres que tu dois t'es prouver ta capable. valeur finalement quand Exactement. tu arrives sur une chaîne comme ça. Ça tombe bien, la transition est toute trouvée. Sur la préparation, comment ça se passe? Est-ce que toi, tu peux dire, tiens, j'aimerais bien parler de telle chose, ou c'est Julien Tellou qui gérait aussi la ligne éditoriale de l'émission? C'est lui qui doit parler de ça, ou comment ça se passait la préparation avant de l'émission? En fait, Julien nous envoyait le conducteur la veille. D'accord. Après, s'il y avait des actualités, en fait, nous, il fallait quand même qu'on ait une certaine veille de l'actualité des vidéos, parce que il pouvait très bien tomber une news dont il fallait parler, puis même, il faut quand même avoir un minimum de connaissances. Donc, en général, on l'avait la veille, donc on travaillait la veille les sujets. Même un petit peu le matin, et puis après, oui, directement, on en parle. Puis de toute façon, s'il y avait vraiment un sujet sur lequel on voulait revenir, des fois, il y avait toujours une accroche qu'on pouvait prendre sur un autre sujet pour en parler, et ça posait pas de problème. Donc, Et il est comment, Julien Tellouk, en plateau et hors plateau? Alors, hors plateau, il est mauvais perdant sur FIFA. Ok. Mauvais perdant sur FIFA. Et puis, au début du plateau, il va un petit peu rigoler. Il va regarder un petit peu son conducteur et tout ça. Puis, il va rigoler un petit peu avec nous. Donc, détente. Vraiment, il met à l'aise, en fait. On n'est pas... c'est ça qui était... j'ai toujours dit qui était incroyable avec Game One. C'était que c'était aussi professionnel que c'était bon enfant. Il y avait ce côté famille. Ouais. Pourtant, souvent, soit c'est brouillon et c'est familial, mais c'est brouillon, soit c'est très carré. J'ai connu un peu les deux. Et là, c'est vraiment c'est et bon enfant et carré, en fait. C'est tout. Personne ne travaille dans la pression. Tout le monde est content d'être là. Cool. Et tout est sympa. Et du coup, on se sent quand même plutôt détendu. Comment tu pourrais le résumer, Julien Tellouk, comme ça? Si là, il était à côté de toi, comment tu pourrais le décrire aux gens qui ne le connaissent pas? Passionné comment dire, même dans des moments où ça peut être compliqué pour lui, il est quand même il est hyper professionnel. Okay. C'est vraiment c'est un des meilleurs animateurs qui existe, et il mériterait même son émission sur des chaînes de la TNT. Vraiment, il est impressionnant. Le fait de pouvoir rebondir, le fait de... Moi, en fait, j'ai découvert ça, vraiment, ce métier d'animateur avec autant de personnes. Des fois, on est 4 sur le plateau. Donner la parole à tout le monde et tout ça, des fois un petit peu temporiser, de couper un petit peu tout ça, c'est hyper difficile. Et en même temps, d'animer, d'être drôle en plus et tout ça. Ouais. Il y a des running gags, il y a tout ça. Donc vraiment, il incarne vraiment ce côté, cette team, quoi, vraiment. Et ça serait jamais la même émission s'il n'était pas là. Parce que pour l'histoire, c'est que Marcus avait fait Level 1 à l'époque jusqu'en 2002.
voire un peu avant. Julien Telouk avec Johan avait repris Oui, l'émission après, Level ouais. One. Et puis après, il l'avait dit parce que Julien maintenant a une émission, a un podcast Oui. qui s'appelle Tant qu'il y aura du Tant qu'il y aura du Mm. Wi-Fi. Exactement. Et ouais, ça se voit en fait que c'est quelqu'un de passionné et qui ne s'ennuie pas du tout. Enfin, il est dans le jeu vidéo depuis maintenant 24 ans, voilà. Et donc ça fait plaisir à voir. Et Tonton Marcus, qu'est-ce que tu dirais sur Tonton Marcus? C'est Papa Marcus. Papa Marcus pour toi, Ah ouais, d'accord. c'est Papa Marcus. C'est Marcus, non, c'est en termes d'accueil, en termes de gentillesse. Enfin, c'est quelqu'un, je pense, c'est une des personnes que je préfère le plus au monde. Il est d'une gentillesse très rare. C'est très rare de rencontrer quelqu'un d'aussi gentil, d'aussi authentique. C'est vraiment quelqu'un où confirme. ce milieu ne le pervertira jamais. Vraiment, il est authentique. Ses valeurs, c'est avant tout la gentillesse, que ce soit même avec sa communauté. Il est quand même très proche de sa communauté et sa communauté lui rend bien d'ailleurs. Et c'est pour ça que c'est cool aussi qu'il soit maintenant sur Twitch parce que du coup, il a encore plus d'interactions avec eux. Mais je pense que toutes les personnes qui l'ont rencontré en salon pourront le dire, il est juste incroyablement gentil. Tu vois, Et en plus, très très pertinent. Vraiment, à chaque fois, je suis choquée. Il va sortir des arguments que tu n'as jamais pensé, même Oui. en bossant l'émission pendant tout l'après-midi avant. Il va te sortir des trucs et il peut te dérouler ça sur 1 heure. C'est ça. impressionnant la culture qu'il a. Et il est drôle. Et il est drôle. Il est drôle. Aussi, il est drôle. Parce que j'ai passé le week-end dernier avec Marcus, j'avais animé un salon de jeux vidéo à Orléans, le Gaming Expo, et il fait souvent ça, des parties de Soul Calibur Oui. avec le public, où en fait c'est qu'il peut personnaliser des personnages. Par exemple, il avait personnalisé François Hollande, Julien Telouk, Kayane, enfin voilà, c'était assez marrant, et il passe le temps, et en fait c'est ça, c'est qu'il prend le temps avec chaque personne. Oui. Parce que pour eux c'est Marcus, enfin moi la première fois que je l'ai rencontré c'était pareil, et il prend le temps. Et ça, c'est hyper important. Et le nombre de salons qu'il fait, c'est incroyable. Et les gens reviennent à chaque fois. Hein. Oui. Ils l'ont peut-être vu une fois, mais t'as beaucoup de gens qui vont venir voir une personnalité une fois et qui ne reviendront pas. Mais toutes les personnes qui l'ont vu veulent le revoir. Et s'ils peuvent même faire plusieurs salons pour le revoir, et je comprends totalement. Je ne pouvais pas ne pas parler non plus de ce qu'a dit le président de la République, Emmanuel Macron, sur le jeu vidéo. Alors là, c'est un débat qui est puéril depuis 20, 30, 40, 50 ans, depuis que le jeu vidéo il existe. Comment on peut faire changer les mentalités qu'on entend tout le temps sur non, le jeu vidéo ne rend pas débile, ne rend pas violent, c'est plutôt l'éducation, le cadre qui n'est pas fait. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça, par rapport à ces déclarations? Je suis fatiguée. Oui. Je suis fatiguée en fait d'entendre Ok. ça tout le temps par diverses personnes de tout bord politique d'ailleurs. Hein. C'est vraiment tout le monde et des générations au-dessus de nous, mais il y en a quand même de nos âges aussi. En fait, déjà, il y a le contrôle des parents, déjà il y a l'éducation. Le jeu vidéo, ça permet de se sociabiliser, moi par exemple, ça m'a beaucoup aidé psychologiquement à des moments où j'avais besoin de se déconnecter un petit peu quand la réalité est un peu difficile. C'est une ouverture d'esprit, c'est quand même une œuvre culturelle aussi, quand même. Il y a une histoire, il y a des designs, il y a des décors, il y a plein de choses là-dedans. C'est aussi un travail, ce sont des gens qui développent aussi des jeux vidéo, qui travaillent dans le marketing ou quoi, donc ça crée des emplois, donc ça fait partie de toute une structure, mais en fait, le problème n'est pas les jeux vidéo, le problème c'est, dans les faits divers qu'on a vus, c'est souvent des gens qui ont des problèmes psychologiques. Alors oui, ils ont pété un câble parce que ceci, cela, mais ils auraient pu péter un câble pour autre chose, en fait. Totalement, Ça, oui. c'est juste le déclencheur, il aurait pu être n'importe lequel. Après, pour ce qui est de l'addiction aux jeux vidéo, là encore, c'est le contrôle des parents et la violence des jeux vidéo. On a un système qui s'appelle PEGI, qui n'est pas fait pour rien, il y a des jeux qui sont adaptés à certains âges. Alors, je suis plutôt mal placée pour le dire, parce que j'ai joué à GTA quand j'avais Après, années, mais bon. visuellement, on n'était pas dans le même réalisme aussi d'il y a 25 ans, 20 ans qu'aujourd'hui. Oui, alors il y a des jeux effectivement qui commencent à être très réalistes et qui font un petit peu peur. Et ça, c'est vrai qu'il faudra un petit peu regarder là-dessus. Mais il faut des limites d'âge. Alors, après, est-ce qu'il faut des interdictions et des systèmes? Il y a déjà des contrôles parentaux sur les consoles. Donc c'est compliqué aussi d'aller toujours prendre la place des parents. Les parents ont quand même un rôle. Après, je peux comprendre qu'ils soient fatigués, que la vie est difficile, tout ça, je comprends totalement. Mais justement, peut-être un peu de pédagogie, de leur faire comprendre qu'il y a des jeux adaptés pour les enfants, et il y en a qui ne sont pas. Donc déjà, commencer par ça, et mettre des limites.
Après, par exemple, sur un jeu comme Fortnite, je comprends pas trop parce que ça reste un univers cartoonesque avec Oui. des personnages cartoonesques. Alors oui, ils se tirent dessus, mais ça va pas en faire des psychopathes pour autant, en Il n'y a fait. pas de sang, il n'y a pas de Voilà, décapitation, il n'y a rien du tout, quoi. même un Minecraft, il y a un creeper qui va exploser, c'est pas la fin du monde. Non. Enfin, je veux dire, c'est pas, ça va Puis pas le c'est traumatiser. pas réaliste, Voilà, c'est Minecraft. ça. Et Donc, surtout, il y a une grosse communauté. Enfin, Donc voilà, les jeux incriminés, surtout Fortnite, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi. Je pense que c'est plus une question de les enfants sont tous dessus et peut-être qu'ils jouent un petit peu trop, mais voilà, il y a des limites à poser. Totalement. Moi, quand j'étais petite, mes parents, on mangeait, j'arrêtais la console et puis après c'était dodo, j'avais pas le droit d'y jouer. Et je vois pas pourquoi ce serait pas le cas maintenant. des règles. Tout simplement, des règles, des cadres, c'est pour tout le monde, dans toutes les générations en fait. Mais ça tombe bien que tu parles de Minecraft parce qu'il y a aussi des projets au niveau locaux. Là, il y avait le projet Eric Craft avec le youtubeur iPierre, qui est un youtubeur de 1,4 million d'abonnés sur YouTube. Et ils ont reproduit, c'est un concours, ils ont reproduit les châteaux des Pays de la Loire par exemple, Ok. dans Minecraft. Super. Donc C'est incroyable. ça permet aussi, tu vois, Créativement, c'est de incroyable. mettre en avant le patrimoine local. Donc voilà, juste un cadre. C'est juste un outil de création. Totalement. En plus, les sandbox comme ça, les jeux bac à sable, ça a permis de créer. Ils ont carrément créé des niveaux. Quand on voit des enfants qui sont beaucoup plus précoces que nous on n'avait pas cette capacité à faire ça. Ils arrivent à créer des choses. Il y en a même qui créent des modes. Enfin, c'est incroyable ce qu'ils sont capables de faire. Et je pense que même pour le milieu professionnel par la suite, c'est d'avoir un esprit créatif. Je pense que ça peut être qu'une bonne chose. Donc, il y a l'école. Après, il y a le divertissement. Il faut mettre des limites au divertissement. Et normalement, ça se passe plutôt bien. Bah, c'est comme les personnes qui regardent une saison entière en une nuit ou en peu de temps, ce qu'on appelle le binge-watching. Enfin, c'est partout pareil. Hein. Exactement. Même, de toute façon, tant que tout est fait de façon excessive, le sport, c'est bien, mais si t'en fais trop, c'est totalement un peu de pareil. Modération. Voilà, exactement, en modération. On va arriver à la fin de cet épisode, et nous, on aime bien faire des surprises ici. Ok. On t'a préparé une petite surprise. Comme je t'ai dit, j'étais avec Marcus ce week-end. Ok. Et j'ai demandé à Marcus s'il pouvait te faire une petite vidéo. Ok. Donc il l'a accepté. Ça te fait quoi d'avoir... Ça me fait plaisir. Mais ouais, non, c'est une ambiance... c'est une famille, quoi. Puis c'est Marcus, vraiment, qui a été, en termes d'accueil, qui a été incroyable avec moi. Ouais, il m'a pris sous son aile, donc... je suis trop... je suis émue, quand même, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, ouais. Donc voilà, je remercie encore Marcus qui a Merci pris du temps, parce que c'est vraiment entre deux personnes au salon. C'est vrai que beaucoup de gens vont le voir, il a pris le temps pour faire cette vidéo, donc je remercie encore une fois Marcus. Avant-dernière question, si tu devais... quel invité t'aimerais voir à ta place pour une prochaine émission ici ? Marcus, moi je suis pour. Hein. Marcus, le message est passé, j'espère que tu verras cette vidéo. Et maintenant, dernière question, c'est pas une question, c'est carte blanche. En fait, c'est tu as 1 minute, 2 minutes, tu dis ce que tu as envie de dire, un coup de cœur, un coup de gueule, du remerciement, bref, c'est ton moment pendant 2 minutes maximum. Okay. Tu dis ce que tu as envie de dire. Je dirais déjà que j'ai envie de remercier toutes les personnes qui me suivent, parce que, comme je disais encore, c'est quelque chose d'important, qui, l'air de rien, dans la vie d'un créateur, c'est quelque chose qui galvanise, qui redonne confiance en soi, qui redonne confiance, je pense, en l'humanité en soi. Continuez de rêver, continuez de lire, continuez de voir des films, de voir des séries, de vous échapper un petit peu, de vous détendre aussi, de prendre le temps aussi dans une vie qui est très rapide et on n'a pas le temps, on est stressé, etc. Toujours prendre le temps de se calmer un petit peu, de vivre à son rythme. Et justement, la fiction est là un petit peu pour changer ça. N'empêchez pas vos enfants de jouer parce que ce n'est pas un danger. Découvrez It Takes Two, par exemple, avec votre enfant, pourquoi pas. Ça peut être un beau jeu à découvrir. Et les réseaux sociaux, c'est du recul. On est là justement pour partager des choses, pour découvrir de nouvelles personnes, faire découvrir des choses. Donc
prendre du recul, un petit peu de modération sur plein de choses, et ça devrait bien se passer normalement. Bah ouais, merci Voilà. beaucoup Shivana. On peut te retrouver sur YouTube, la team, les mercredis, Exactement. les horaires, on vous dira bien sûr ça en description, Instagram, TikTok, tous les réseaux sociaux finalement qui... Oui, à peu près, voilà. Exactement. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, d'avoir pris le Merci à temps. toi. Merci à vous de nous avoir suivis, on vous le rappelle, on est partout également sur Internet, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, également sur Facebook et aussi en plateforme de podcast, Spotify, Deezer, Apple et Amazon Podcast. Et dites-nous en commentaire ce que vous avez préféré et quel est, votre jeu vidéo préféré. À très bientôt sur Memento.